lisez quoi là en ce moment? Bon, actuellement, je prépare un mémoire. Je suis en Master 2, droit international humanitaire. Donc, j'essaie de prendre les devants et puis savoir comment faire un mémoire, comment choisir son sujet du début à la fin, en fait. Pour préparer votre mémoire, la lecture est donc le passage obligé parce que ça va être très difficile pour faire une agréable prestation devant ceux qui sont censés vous noter. Vous lisez quoi là en ce moment? C'est un livre sur la gestion juridique et fiscale, dont le cursus d'expertise comptable. Ça répond à quel besoin? Bon, moi, j'aimerais devenir expert comptable. En ce moment, je suis étudiant en comptabilité en 2e année. Et puisque je suis intéressé par ce domaine-là, c'est le DSCG. Donc, je lis un peu concernant les contrats et tout ce qui est lié à la comptabilité. Nous sommes près de 28 millions d'Ivoiriens, mais combien sommes-nous à ouvrir un livre et à lire comme ces enfants, ces jeunes gens que vous voyez ici? Et comme depuis un moment, tu as décidé de ne plus lire, de ne plus t'informer, et que tu as choisi les raccourcis, le français facile, et c'est inquiétant. Et quand c'est inquiétant, j'ouvre le débat parce qu'il y a problème. La télé, c'est pas pour les bébés. Nous, les enfants, on préfère étudier. Vous faites que ça. Faites que ça, pardon. Encore. La télé, c'est pas pour les bébés. Nous, les enfants, on préfère étudier. Non, la télé, non, la télé, non, la télé. À vous. La télé, non, la télé. On recommence. La télé, c'est pas pour les bébés. Nous, les enfants, on préfère étudier. Levez la tête. Une ambiance de récré dans un lieu où le silence est généralement maître, la bibliothèque. Un message fort aux enfants, éteindre la télé pour allumer le livre, dans un monde où le touche digital est en train de soigner le glas du papier. Dans cette bibliothèque créée par la célèbre écrivaine Marguerite Aboué, on bouleverse quelque peu les règles en ayant recours à une approche plutôt ludique. Au programme ce matin, le chant, mais aussi la danse avec cette écrivaine venue de France. Cependant, on n'oublie jamais l'essentiel, le livre. Alors toi, dis-moi pourquoi tu as choisi ce livre-là? Parce que j'aime bien les films d'action et de détective. Et puis j'aime beaucoup Marguerite Aboué. T'aimes beaucoup Marguerite Aboué? Oui. Il est beau ce livre. Comment il s'appelle ce livre? Monsieur Commissaire Kwame. Ok, tu l'as déjà lu? Oui, plein de fois. Super. Et pourquoi tu as envie de le relire encore et encore? Parce qu'il y a un peu de suspense. Et puis après, quand la vérité sort, on s'attend même pas à ça. D'accord. Alors, le livre, c'est le premier vecteur de communication. Pour pouvoir instruire les gens, de manière générale, au-delà des enfants, on a besoin de garder par écrit des méthodes. Donc en fait, dans le livre, on a des méthodes. Dans le livre, on a l'apprentissage. Et dans le livre, on a le passé, le présent et on a aussi le futur. Donc le livre, aujourd'hui, c'est un des meilleurs moyens pour captiver les enfants, capter leur attention et de pouvoir partager avec eux et de laisser des choses qui restent. Non. Non. Pour les responsables de la bibliothèque, cette méthode disruptive, basée sur le jeu, permet de rapprocher les enfants du livre de façon subreptice, tout en douceur. Dès le départ, en fait, les bibliothèques sont des endroits où on vient juste, on prend le livre, on s'assoit et on lit juste. Oui. Et puis très souvent, silence, voilà. Mais nous, dans notre optique, c'est de faire de telle sorte que les enfants ne s'ennuient pas lorsqu'ils sont dans la bibliothèque. Donc pour ça, nous mettons à leur disposition des ateliers d'écriture, d'animation, des lectures groupées. Voilà, on va jusqu'à faire du chant, même du bricolage, de l'écriture, de la poésie, du conte, de telle sorte que les enfants ne puissent pas s'ennuyer lorsqu'ils sont là. Et le résultat est au rendez-vous. De plus en plus de jeunes s'inscrivent à la bibliothèque. Oui, j'aime venir ici lire parce que à la bibliothèque, ça aide les enfants à pouvoir mieux lire, ceux qui ne savent pas lire, à savoir bien lire. Et aussi, j'aime les animations de contes. Bon, souvent je viens les mercredis, jeudi et puis samedi. Ici, semble s'écrire une nouvelle histoire, née
Comme prend vie parfois un chef-d'œuvre, tout doucement mais sûrement, une nouvelle génération d'enfants qui goûtent tendrement aux douceurs de la lecture, comme ils prennent plaisir à mordre quelques friandises, et cerise sur le gâteau, on ne leur enlève pas ce qui les caractérise à cet âge, le jeu. Les enfants, comment vous avez trouvé l'animation de Madame Sira? Spectaculaire. Génial. Super. Bon, donc qu'est-ce qu'on va faire? On fait un gros triplé pour Madame Sira. Donc je dis triplé. Triplé. On va lui faire un banc d'amour. Un banc d'amour. Mais ces enfants de Koumassi ont bien de la chance, car très peu de communes en Côte d'Ivoire sont dotées de bibliothèques équipées. Très peu de lycées, collèges et écoles primaires, privés et publics confondus, peuvent se vanter d'avoir une bibliothèque pourtant essentielle à la formation de l'enfant. Son rapport aux livres, même quand elles existent, elles sont pauvres en livres et leur entretien est problématique. L'industrie du livre en Côte d'Ivoire est un secteur qui s'est structuré et s'est bien organisé au fil des années. Pour mieux la comprendre, il faut identifier les 4 acteurs principaux qui la composent. Il y a d'abord les écrivains, ils sont réunis en Côte d'Ivoire au sein de l'AECI, l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Ensuite, les éditeurs, ils sont regroupés au sein de l'ACEDI, l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire. Puis, les imprimeurs et enfin les libraires, chargés de la distribution du livre. Ils sont réunis au sein de l'Association des libraires et détaillants du livre. 35 maisons d'édition, 25 milliards de chiffre d'affaires annuels, 200 nouveaux livres publiés chaque année, des chiffres qui traduisent éloquemment que l'industrie du livre en Côte d'Ivoire est loin d'être au crépuscule de sa vie. Mieux, qu'elle a encore de belles pages à écrire, mais ça, c'est la face visible de l'iceberg. De l'autre côté, le tableau est plus que sombre et vous le verrez. Dans ce numéro de Y'a Problème, nous vous plongeons au cœur du livre et de ses acteurs pour comprendre les enjeux et les difficultés qui gangrènent cette industrie si importante dans l'émergence de la pensée et le développement de l'ivoirien nouveau. Madame Gona, et mon fils? Ah bon? Comment ça va? Ouais. Il vient à quelle heure? À 18h. 18h. Ah, j'étais venu pour voir s'il avait gardé les livres, si on pouvait voir comment faire une opération. Alex Kipré est un journaliste écrivain bien connu dans la sphère culturelle en Côte d'Ivoire. Passionné de sport, de musique et surtout de livres, il a milité pour l'installation de cette boîte à livres dans le jardin de ce chic quartier de Cocody. Parce que c'est ça, ils n'arrivent pas à bien tenir les livres. Mais... La plupart du temps, l'endroit est désert, quelques livres y sont entassés, et à la vue de ses œuvres, ses yeux pétillent de joie. Ah tiens, il y a un de mes livres qui est là. Ouais, sans penser, il y a Cosaguil. Il y a aussi L'Impasse. Ça, c'est un auteur antillais. Alex Kipré a à son actif une bibliographie bien riche. C'est l'un des rares auteurs à écrire sur la musique et le foot. Mais quand on lui demande s'il vit de l'écriture, sa réponse est claire. C'est un cloisonnement suicidaire que de vouloir attendre du livre qui vous nourrit. Ici, le livre coûte 2 000, 3 000 francs et vous ne vendez que 10 000. Pourquoi? Parce que le choix est vite fait entre quelqu'un qui veut acheter un sac de riz et quelqu'un qui veut acheter un livre. Puisqu'on en a encore à régler des problèmes primaires alimentaires. De grandes plumes comme Jean-Marie Adjafi, enseignant de philosophie, Amadou Koné, professeur à l'université, Régina Yao, professeur de philosophie, ou Isaïe Biton Koulibaly, salarié aux nouvelles éditions ivoiriennes, ne figurent pas dans le livre de grosses fortunes ivoiriennes. S'ils considèrent le métier d'écrivain comme un sacerdoce, ce qu'ils déplorent cependant, c'est le statut de l'écrivain dans notre pays, dans notre société. L'une des choses qui plante le livre, le secteur du livre, c'est le respect, sinon l'irrespect qu'on accorde à l'écrivain, le mépris. Ce n'est pas l'argent. Azo Vogui, c'est l'un des plus grands poètes que j'ai lus de tous les temps. Mais Azo Vogui, il passe pour moi avant Charles Baudelaire. Je le mets dans la dimension, à la hauteur des gens comme
Senghor, comme Zadi, même s'il n'a pas la même notoriété, il a fait un seul test fort qui est Zakwato. Je vous assure que Zakwato, c'est un livre d'un souffle, d'une transe des mots comme on n'en a jamais vu. Mais dans quelles conditions est-ce qu'il disparaît? La mévente des livres engage une bataille entre les auteurs et maisons d'édition pour avoir leur bouquin au programme scolaire, seul moyen de rentabiliser à l'heure actuelle son investissement. Sauf que les règles de la compétition échappent aux auteurs. Des fois, ce n'est même pas eux qui se battent, c'est les éditeurs. Parce que tout compte fait, l'écrivain, il touche très peu. Il doit être à 10, 20%, des fois 5% du pourcentage des livres. Mais c'est l'éditeur qui gagne beaucoup plus. Donc l'éditeur peut pouvoir se battre pour avoir son livre au programme. Parce que s'il a son livre au programme, ça lui fait de l'argent. Mais l'auteur, même s'il n'a pas beaucoup d'argent, ça lui donne ce que je vais appeler le prestige, la reconnaissance sociale de passer et puis d'être reconnu dans la rue. Ça lui plaît de sortir de l'anonymat. Ils se battent pour ça, mais ce n'est pas une belle bataille. Naguère florissant et couvrant tout le pays, le réseau des librairies ivoiriennes se résume à ce jour à 3 ou 4 enseignes qui se concentrent à Abidjan et dans quelques centres urbains. La plus représentative est la Librairie de France. En 2004, elle a enregistré une perte de chiffre d'affaires d'environ 1,2 milliard de francs CFA en moins de 2 mois. Face à cette difficulté, la holding a cédé l'affaire en 2005 au propriétaire actuel, René Yediti, qui a relancé l'activité. Certaines enseignes s'enracinent tout doucement mais profondément dans le secteur. C'est le cas de Carrefour Siloué. Ce matin, son superviseur attend une importante commande de livres. J'ai vu, je vois, N'ayez plus peur, qui est arrivé. C'est arrivé, d'accord. On avait passé les commandes là, d'accord. Bon. On espère que les clients qui cherchaient ça depuis seront satisfaits. Donc nous avons ici l'univers des ouvrages, on va dire chrétiens évangéliques, et puis un peu plus catholiques. On a aussi quelques ouvrages musulmans qui sont là, en bas. Voilà. Il y a quand même des clients qui viennent chercher des choses. Et puis il y a des auteurs qui viennent vers nous. En tête de gondole, il y a aussi cette nouveauté, les livres de développement personnel. Oui, le développement personnel aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est en vogue. Voilà. Des coachs qui donnent des conseils qui permettent aux gens de pouvoir prendre confiance en eux-mêmes, savoir parler en public, enfin vraiment. Dale Carnegie, voilà. Que lui, il a plusieurs ouvrages quand même, mais Stephen Covey aussi, beaucoup d'ouvrages. Dale Carnegie, comment se faire des amis, comment parler en public, comment trouver le leader en vous. Voilà, oui, c'est des choses qui marchent et il y a longtemps qu'elles existent et pourtant, à chaque moment, ça marche. La littérature générale marche moins bien. Quelques écrivains à la notoriété bien faite sont auteurs de best-sellers et tirent leur épingle du jeu. Anzata Ouattara, Isaïe Biton Koulibaly, Josiah Gebo, Regina Oyaou sont quelques exemples. Mais il faut aller au premier étage de la librairie pour comprendre le cœur du business. La période de rentrée scolaire est cette période-là où nous devons pouvoir faire les 70% de notre chiffre d'affaires. Sans le manuel scolaire, nos libraires, on n'existerait pas. On n'existerait pas. Parce que c'est à ce moment-là que le gros chiffre d'affaires est fait. Et nous œuvrons, nous battons pour que pendant cette période-là, vraiment, on puisse faire notre chiffre d'affaires le maximum possible. Les libraires font face à la concurrence déloyale des libraires dites par terre, mais aussi des enseignants qui vendent directement leurs fascicules pour les copier aux élèves. En cours de rentrée scolaire, tout le monde devient libraire, en griffe. Voilà. Et nous qui avons ce métier-là, nous qui avons le livre comme notre, comment je dis ça, commerce, on perd. Parce que bon, nous payons des impôts pour ça. Alors que vous allez au parterre, vous voyez, toutes les boutiques deviennent des librairies. À la limite, c'est les clients que nous, on devait pouvoir avoir qui sont comme ça dispersés. Mais il y a d'autres écueils qui viennent fragiliser les libraires. Et voici aussi un autre problème, c'est vraiment plusieurs ouvrages en même temps. Je vous donne un exemple.
nous sommes par exemple, je prends quelle matière, je cherche un peu, en anglais, voilà, en anglais. Alors, j'ai New Ways to English, 4e. J'espère que c'est là. Oui, voilà. J'ai English for All. English for All, 4e. Ça fait déjà, pour le même programme scolaire, ça fait déjà 2 livres. Sans compter les anciens qui étaient là. Il y avait, comment j'ai dit ça, Go for English. On avait Go for English, qui n'est pas sorti du programme, c'est là. Et puis, English for Success. Est-ce que vous voyez? Ça fait 4 livres déjà pour une même classe. Mais avant, ce n'était pas le cas. Hein? Avant, ce n'était pas le cas. Quand on parlait, c'est dû au fait que je pense que l'État ouvre un peu trop, comment j'ai dit ça, à tout le monde de faire des livres. Donc, une école prend ce livre-là, New Ways to English. Une autre école à côté, elle prend English for All. Une autre école à côté, elle va prendre chose qu'on appelle ça, Go for English. Et puis, bon, où est-ce qu'on va? Ça fait que nous, les libraires, on en souffre énormément. Parce que tous ces livres-là, il faut qu'on les ait. En effet, avant chaque rentrée, le ministère de l'Éducation nationale publie une liste des manuels agréés, à charge pour les enseignants de choisir ceux qu'ils utiliseront en classe. Dans les années 1980 et 1990, cette liste était assez réduite et constante. L'ex-président Félix Houphouët-Boigny avait confié l'édition des manuels scolaires au duopôle franco-ivoirien formé par les nouvelles éditions ivoiriennes et le Centre d'édition et de diffusion africain Naïcida. Les 2 entités, qui ont entre-temps fusionné, sont aujourd'hui une filiale du géant français de l'édition Hachette. La libéralisation du secteur au début des années 2000, appuyée par les institutions de Bretton Woods ainsi que les politiques adoptées en la matière sous les pouvoirs successifs, ont incité plus d'acteurs à se lancer dans ce domaine. Ainsi, la collection la plus connue des années 1980, École et développement élaborée par les fonctionnaires ivoiriens, est ainsi devenue École et Nation sous Laurent Gbagbo, puis École, Nation et développement sous Alassane Ouattara. Être choisie comme maison d'édition pour les ouvrages scolaires, c'est le Graal. La Côte d'Ivoire compte en effet 5 millions d'élèves et ce marché énorme est estimé à 20 milliards de francs CFA. Alors, le combat est rude et tous les coups sont permis. Chacun veut sa part du gâteau. Auteur, éditeur, imprimeur ou distributeur. Nous retrouvons dans la salle de conférence de la librairie Carrefour Siloué l'association des éditeurs de Côte d'Ivoire en pleine réunion. Un des points sur lesquels nous allons tabler tout à l'heure, c'est le point de la lutte contre le piratage et la contrefaçon. Nous avons mis en place une commission interne de lutte contre le piratage et la contrefaçon qui a commencé à travailler l'an dernier. On a même déjà arrêté des pirates, on a déjà saisi du matériel. Il était question de renforcer cette lutte-là et également d'avoir plus de moyens pour gérer ce combat qui est crucial pour la suite de notre métier. Scolaire, c'est un investissement. Mais si l'investissement n'est pas rentabilisé parce qu'il y a des pirates qui font des livres parallèles, ils prennent l'ouvrage, ils prennent un ouvrage comme ça, fait par un éditeur, ils le dupliquent. Mais quand ils le vendent, ce n'est pas l'éditeur qui bénéficie du fruit de son investissement. Et s'il n'en bénéficie pas, il ne peut pas non plus rémunérer les auteurs. Vous comprenez? Donc c'est vraiment une gangrène que nous devons combattre collectivement. État, institutions et professionnels du livre. L'un des gros problèmes est le coût du papier. Nous avons demandé aux impôts, nous avons demandé à l'État de Côte d'Ivoire, au ministère du Commerce, de faciliter, de réduire les coûts, de réduire les impôts et taxes sur les intrants, c'est-à-dire le papier, la colle, enfin tout ce qui rentre en ligne de compte pour la fabrication des ouvrages. Ainsi, on pourra avoir des livres à moindre coût. Sinon, on est obligé aujourd'hui d'aller imprimer des livres un peu moins chers à l'étranger. Mais c'est tout ça aussi qui fait que le circuit d'approvisionnement se dilate et les pirates également s'engouffrent. Mais s'il y a une bonne politique pour réduire le coût sur le papier, sur l'encre, enfin sur le coût de fabrication d'un ouvrage, ça va
influer positivement sur le prix de vente du livre et ainsi on pourra mieux contrôler le circuit de fabrication des ouvrages. Institut français de Côte d'Ivoire, cette médiathèque enregistre plus de 35 000 livres et compte plus de 2000 abonnés. On retrouve son directeur plongé dans un livre. Je lis Aya de Yopougon, le dernier Aya de Yopougon, de Marguerite Aboué, donc qu'on propose ici à la médiathèque de l'Institut français. Donc comme beaucoup d'ouvrages et beaucoup de BD destinés à la jeunesse, ça c'est notre cœur de cible et de métier, c'est de pouvoir toucher le plus possible la jeunesse. Alors d'une part les 6-12 ans je dirais, et puis également les adolescents, deux publics foncièrement différents, mais qu'on souhaite faire venir à la médiathèque d'Abidjan. Amener les enfants à lire en faisant cohabiter le digital et le livre en version papier. La lecture papier n'est pas tout à fait la même que la lecture numérique. Donc bien évidemment, le numérique sonne un peu le glas, mais le numérique sonne le glas de la littérature. Oui, ça on peut le dire un peu, et c'est bien dommage parce que la littérature c'est quand même le meilleur moyen, c'est le meilleur espace de savoir, de connaissance, de vérité, de science, et malheureusement elle n'est pas de plus en plus fréquentée. Mais également des ressources numériques croissantes, donc un espace numérique qui offre l'accès à des ressources numériques importantes, et notamment deux sites, Culture Tech et Kern, qui sont des sites destinés en particulier aux étudiants. Donc on y trouve toute la littérature scientifique, c'est quand même très important, c'est pas uniquement du papier, et là effectivement c'est très complémentaire, notamment pour les étudiants. Pour lui, c'est seulement à cette condition qu'on pourra happer et amener les enfants au livre. De mettre de plus en plus d'accès au numérique et notamment à la connaissance par un certain nombre de sites et de bases de données, mais également certainement dans les mois qui viennent, peut-être les années qui viennent, on va reconfigurer un espace jeunesse plus important dans lequel il y aura l'espace lecture et l'espace numérique. Et dans cet espace numérique, il y aura certainement un sous-espace, si j'ose dire, jeux vidéo, quoi. Alors on tient déjà chaque année un novembre numérique, donc pendant quelques jours, on organise justement tout ce qui concerne le numérique pour les jeunes. Et là, on a des dizaines, des centaines d'enfants et d'écoles qui viennent effectivement participer à ce novembre numérique en ciblant évidemment, en plus de l'usage de ces outils, les jeux vidéo qui sont quand même pour les enfants le meilleur moyen de les faire venir dans une médiathèque, il faut l'avouer. De quoi dois-je être pardonné? Tout ce que je fais, c'est pour Makoma. Je protège ta femme. Personne à part moi ne pourra l'aimer comme tu l'as aimée. Tu sais bien, elle, si belle et si fragile, petite fleur. Sa voix s'abaisse des crescendo alors qu'il prononce Makoma. Dans ce cas, libère-moi. Laisse-moi partir si tu tiens tant à Makoma. Laisse-moi la rejoindre. Comment tu as pu tomber amoureux de ma femme malgré tes louanges qui flagornent notre amitié? La lecture, dit-on, est pour l'âme ce que le pain est pour le corps. Mais l'Ivoirien lit-il encore? Existe-t-il un lectorat fort en Côte d'Ivoire? Y a-t-il un engouement des politiques et de la population autour de la lecture? Une chose est sûre, le livre ne fait pas le buzz. Et certains Ivoiriens ne cachent pas qu'il n'est pas inscrit sur la liste de leur hobby. Mais pour Camille, jeune écrivain, seule la qualité des bouquins peut maintenir et aider à agrandir le lectorat. Aujourd'hui, on veut ramener les gens à la lecture, mais il y a la manière de le faire. J'estime que le livre doit se vendre lui seul. Moi, quand j'ai découvert le livre, personne ne m'y a obligé. Ça a été du tic au tac. Et quand j'ai fini de lire, j'ai continué. C'est comme le témoignage que m'a donné une amie il y a quelques jours, quand elle a fini de lire mon livre. Elle m'a écrit, elle m'a dit, en fait, là, aujourd'hui, je me retrouve dans une bibliothèque à chercher un livre comme le tien. Je lui ai dit pourquoi? Elle dit parce que j'ai envie de lire une autre histoire aussi palpitante. Et c'est ça en fait qu'il faut. Ce n'est pas que les gens doivent être forcés à venir vers le livre, mais il faut que le livre les oblige à rester. Et pour ça, il faut que les livres soient bons. Il faut que les livres soient bien écrits et adaptés. Il faut que quand quelqu'un prend un livre et qu'il se met à lire, à chaque page, qu'il crie waouh, waouh. Et qu'à la fin, il dise mais pourquoi est-ce que je ne lis pas tous les jours en fait? Quand il finit, soit il cherche un livre de l'auteur, ou bien un autre livre identique. Et c'est comme ça qu'on pourra lui demander c'était quoi ton style de livre et qu'on pourra discuter.
Comme les paysans de leur houe labourent le champ pour nourrir la population, tout comme les caterpillars de leur lame puissante tracent les routes du développement, les écrivains, éditeurs et autres acteurs du livre labourent le champ de la connaissance, sèment des pépites du savoir, fécondent notre imaginaire, montrent la voie à suivre et leurs écrits comme des lampes nous aident dans la marche vers le développement, surtout dans la marche vers la transformation profonde de notre société. En attendant qu'on donne aux livres et à tous ces acteurs la place et le respect qu'ils méritent, l'industrie du livre affiche en grand caractère sur ses pages « Il y a problème ». C'est un immense plaisir pour moi de recevoir Dr Hélène Lobé. Vous êtes présidente de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. À côté de vous, nous avons l'ex-président de l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire, commissaire général du Salon international du livre d'Abidjan, M. Ange Félix Ndapri. Au nom de la direction de l'AFTV, je voudrais vous dire merci. Il y a quelques années de cela, pour paraphraser un peu le vieux Monécré, le temps qui était le temps n'est plus le temps, parce que l'Ivoirien n'est plus... Il ne lit plus beaucoup. Il y a du travail à faire en ce sens que, culturellement même, de façon culturelle, nos populations, notre continent, on n'a pas la lecture dans nos habitudes à la base. Quand vous prenez le taux d'alphabétisation, en Côte d'Ivoire, il est de 43,90%. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest francophone, le taux d'alphabétisation, on est à 42%. Pour 30 millions d'élèves du primaire et du collège. En Côte d'Ivoire, vous avez une population scolaire qui s'estime à 7 millions, 5 millions au primaire, 2 millions au collège. Par an, la Côte d'Ivoire édite combien de livres et puis vous vendez combien de livres par an? Je ne peux pas vous le dire comme ça de façon bien stable, pour la simple raison que nous ne disposons pas justement de structures à même de nous produire annuellement ces données statistiques, comme cela se fait ailleurs. C'est l'un des maillons faibles de notre système. Madame Lobé, en tant que président de l'Association des écrivains, quel est le sentiment qui vous anime? De savoir que ce métier que vous faites là, vous n'avez aucune structure capable de vous donner des statistiques de nombre de livres édités, de nombre de livres vendus. Vous m'avez posé une question, mais je vais la dribbler pour parler d'autre chose, pour parler du livre, pour parler de l'écrivain qui devrait normalement vivre de sa plume. Et ce n'est pas le cas. Pour parler des éditeurs qui sont obligés de payer certaines taxes pour pouvoir éditer les œuvres. Et si l'État acceptait ou décidait d'enlever cette taxe-là, toute la chaîne du livre gagnerait. Parce qu'à ce moment-là, l'écrivain pourrait vivre de sa plume, ou presque. Parce que pour un écrivain, l'éditeur le plus généreux ne peut payer sans se faire harakiri qu'entre 15 et 10%. Ça, c'est la plus grande valeur qu'il puisse accorder comme part à l'écrivain. Pourquoi? Parce qu'il faut bien qu'il vive. Entre 10 et 15%. Entre 10 et 15%. Alors, je vends une œuvre à 3 000 francs. Donc, pour avoir 30 000 francs, il faut que j'en ai vendu 100. Et vous avez dit tout à l'heure qu'on ne lisait pas. Donc, 100, c'est en combien d'années que je vais atteindre ce chiffre-là? Mais tout ça, c'est vraiment difficile parce que l'éditeur ne peut pas faire plus que ça, plus que 10 ou 15%. Et je vous dis que ce sont les éditeurs les plus généreux qui accordent ça. Il y en a qui donnent 5% et il y en a qui ne donnent rien du tout. C'est-à-dire que votre livre est vendu, mais puisque lui n'est pas entré dans ses fonds, vous ne pouvez pas espérer quelque chose. Et je lance un vibrant appel à nos autorités pour dire qu'on voudrait pouvoir vivre de notre plume. On voudrait pouvoir aller dans les salons et être représentatif de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on invite un écrivain, c'est la Côte d'Ivoire que nous représentons. Mais quand on parle d'écrivain, il n'y a pas de subvention. Il n'y a rien qui nous aide à aller de l'avant. Il n'y a rien qui permette de promouvoir la lecture et la littérature. C'est un véritable cri de cœur auquel je voudrais juste que vous ajoutiez un petit mot avant que nous ne plaignions les autres invités. Rapidement, moi, je voudrais dire que, pour rebondir sur la thématique,
Dire que les Ivoiriens ne lisent pas, moi je ne pense pas. J'ai plutôt envie de dire qu'est-ce qu'on propose comme lecture aux Ivoiriens. Parce qu'il y a bel et bien quand même un lectorat qui existe. Ça, c'est primo. Donc, c'est une exhortation à nous-mêmes professionnels de revoir aussi la qualité éditoriale et littéraire des œuvres qu'on propose au lectorat, tenant compte de leurs desiderata, tenant compte de leurs besoins. C'est ça qui peut constituer le vrai déclic. Une fois qu'on s'est disposé ainsi, comme l'a dit Dr Loubé, il faut que l'État joue sa partition. Un pays comme le Sénégal, depuis le président Senghor, en passant par le président Abdou Diouf, le président Ouad et aujourd'hui le président Macky Sall, bénéficie chaque année d'une subvention de près de 1 milliard de francs CFA destinée à soutenir la création littéraire. Je ne pense pas que ça soit sorcier. Je voudrais simplement vous rassurer que votre message et votre cri de cœur, le message et le cri de cœur ne sont pas tombés dans les oreilles dessous. Je reste convaincu que le chef de l'État y accordera un intérêt particulier. Et d'ici là, qui sait, quelques pistes de solutions vont être trouvées. Vous n'êtes pas les seuls sur ce plateau. Il y a d'autres de vos collègues qui viendront pour apporter encore un plus à ce débat qui me paraît très enrichissant. Dernière ligne droite de cette émission avec Mme Isabelle Kassi Fofana, DG de Masaya Édition. Elle est présidente d'Aquaba Culture, initiatrice donc du prix Ivoire de la littérature africaine d'expression francophone. Alors, comment se porte la littérature africaine d'expression francophone aujourd'hui? Bon, je pourrais dire qu'elle se porte assez bien dans l'ensemble. Je pense que et la Côte d'Ivoire aussi joue son rôle depuis des années et donc on ne peut que s'en réjouir de façon globale. La littérature africaine d'expression francophone, à pignon sur rue, elle est considérée. On peut donc dire qu'en Afrique francophone, nous avons des écrivains de qualité. En tout cas, on a des écrivains qui comptent. On a une bonne génération d'écrivains depuis les Bernard Dadier et tous ces grands noms de la littérature qui quand même ont porté haut l'image de notre pays. On peut dire oui, et d'ailleurs même on a encore des écrivains qui continuent, qui prennent le relais. Et je pense qu'il faut simplement peut-être mieux les aider à être, je dirais, mieux vus, à être, je dirais, au devant de la scène, à occuper donc la place qui leur est due. Monsieur Bono, vous mettez des plateformes à leur disposition, vous y croyez, et vous êtes toujours là. Alors, je veux dire que qu'est-ce qui vous motive tant? Alors, bon, tout d'abord, ça fait 15 mois que je suis en Côte d'Ivoire, donc je ne connais pas totalement la filière livre, même si du coup j'ai un regard extérieur qui peut être intéressant. Alors, ce qui me motive, c'est que tout d'abord, les industries culturelles en général et le livre font partie de nos priorités à l'ambassade de France sur notre coopération et notamment notre coopération culturelle, et notamment avec l'Institut français. Donc ça, c'est un point important. Et par ailleurs, je dirais qu'en Côte d'Ivoire, on est un peu à mi-chemin. Donc quand j'entends parler des différents intervenants, en Côte d'Ivoire, on est un peu à mi-chemin. C'est-à-dire qu'on a un secteur dense et dynamique. On a quand même, en tout cas au sein de l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest francophone, on a ici une vingtaine d'éditeurs, une quarantaine de libraires. Tout à l'heure, j'entendais parler de 100, mais c'est plutôt 200 livres publiés chaque année. Donc, on a des associations, on a des associations structurées, l'association des écrivains, l'association des éditeurs, l'association des libraires. Donc, on a une loi, effectivement, qui a été passée en 2015. On a une direction de l'industrie du livre et de la promotion de la lecture. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais on est à mi-chemin. Parce qu'on a une loi, mais le cadre réglementaire ne suffit pas forcément si les décrets ne sont pas passés. On a une direction de l'industrie du livre et de la promotion culturelle, mais évidemment, les budgets concernés ne sont pas forcément à la hauteur des enjeux. On a des associations et des fêtières, comme je viens de le dire, mais ce n'est pas parce qu'elles existent qu'elles sont fonctionnelles, opérationnelles, qu'elles travaillent sur l'ensemble de la filière. Et donc, il y a une part de responsabilité partagée entre l'État, c'est sûr, je dirais d'une part, mais également, du coup, je dirais les parents d'élèves et les écoles. Parce que effectivement, ce qui nous motive aussi, c'est bien évidemment la lecture pour les jeunes. Et là, quand même, on peut largement, assez rapidement confirmer qu'il n'y a pas suffisamment de bibliothèques, il n'y a pas suffisamment de bibliothèques publiques, il n'y a pas suffisamment de bibliothèques dans les écoles.
toute école construite devrait faire l'objet de construction de latrines et d'une bibliothèque. Et ça ne suffit pas, mais au moins. Donc ce que je veux dire, c'est que d'une manière... Ça peut être un début de solution. Ça peut être un début de solution. Ce que je veux dire, c'est que la balle, vous voyez, il faut donner la responsabilité à chacun. Aller à la fois, je dirais, dans le secteur de l'éducation, pour les écoles, auprès de l'État sur un certain nombre peut-être de décrets à faire passer, de budgets affectés, et puis des parents d'élèves. Parce que les parents, très honnêtement, effectivement, ne lisent plus peut-être autant qu'avant, parce que le numérique est désormais plus promu, y compris sur le livre numérique d'ailleurs, que sur le livre papier, et parce que effectivement, du coup, ça peut poser des problèmes je dirais, d'efficacité. Donc du coup, effectivement, il faut trouver à chaque responsable ses responsabilités et pouvoir justement avancer de manière assez rationnelle sur l'ensemble de ces points que j'évoque et qui nécessitent d'aller plus loin. Donc aujourd'hui, on est vraiment à mi-chemin sur l'ensemble des sujets. Madame Fofana, je veux dire, ça fait combien de temps vous faites ce métier? Je dirais que plus de 25 ans, en tout cas, au moins 25 ans. Ce qui ne me rajeunit pas tant que ça. Regardons un peu dans le rétroviseur. Oui. Est-ce qu'il vous arrive un jour que votre passion pour faire ce métier soit freinée par les réalités du terrain? C'est-à-dire que vous faites face à des difficultés, vous vous rendez compte, vous venez de sortir un livre, vous avez entrepris toutes les démarches avec les éditeurs, avec les libraires, et puis le bilan est tellement désastreux, négatif, que vous dites à quoi ça sert de continuer de vivre cette passion alors qu'au final, il n'y a absolument rien. Est-ce qu'il vous est une fois arrivé Non, de jamais. décourager? Jamais. J'avoue, jamais. Pas en publiant un livre, parce que c'est vrai qu'à la base, je suis éditrice. J'ai ma propre maison d'édition. Non, je me dis, non, ça ne peut pas me décourager. Par contre, ce qui parfois me peine, parce que tout n'est pas rose, ce qui me peine, c'est le fait de voir que ailleurs, on nous déroule, entre guillemets, le tapis rouge. Les gens, ils trouvent qu'on fait un bon travail et puis qu'en interne, on n'est pas suffisamment d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on peut... C'est ça, c'est pas peut être décourageant. Est-ce que vous en avez discuté avec les autorités? Bien sûr, mais vous savez... Elles vous disent quoi exactement? Bien sûr, mais vous savez, il y a tellement de choses à faire à différents niveaux que, je pense que les autorités essaient, tant que faire se peut, d'adresser les problèmes les uns après les autres. Mais donc, je parlerai de ce que moi, je sais. Je dirais que quand même, malgré tout, il y a bon espoir. Il y a bon espoir parce que quand on regarde un peu la structure, en tout cas des ouvrages qu'on publie, on voit que la littérature de jeunesse et la littérature enfantine, vraiment, on fait de plus gros tirages et on vend bien. Ça veut dire qu'on a tendance à dire, peut-être le parent, à ne pas acheter forcément des livres pour soi-même, mais on le fait pour les enfants. En tout cas, les chiffres qu'on observe au niveau de la littérature enfantine et de jeunesse, il y a quand même un boom. Et ça fait plaisir. Et d'ailleurs, je voudrais vous rappeler, quand il y a le Salon du livre à Abidjan, vous voyez qu'il est pris d'assaut. Mais ce qui me peine aussi, c'est de voir qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter les livres. Donc, vous voyez des enfants venir et qui se font dédicacer. Ils nous regardent comme ça. Ils sont contents de nous voir. Et puis, ils se font dédicacer des morceaux de papier. Et ça fait mal au cœur pour des professionnels que nous sommes. Il faut qu'on mette en place tout un processus pour accompagner ces enfants qui font le déplacement, qui viennent et qui restent même entre midi et 2, parfois même qui ne mangent pas et qui n'ont pas les moyens malheureusement pour acheter des ouvrages. Et ça se fait ailleurs, il faut qu'on ait des chèques lire, il faut que peut-être les mairies, les associations viennent en aide à ces enfants-là qui se rendent et qui prennent d'assaut les salons du livre. Oui, mais Mme Fofana, il n'y a pas que ces enfants-là. Peut-être qu'on peut comprendre la situation, il y a une sorte de précarité que vivent ces familles, mais il y a des parents qui sont mieux nantis et qui, dans le mois de décembre, préfèrent offrir des cadeaux de luxe à leurs enfants alors qu'ils auraient pu acheter même le livre. Je dirais que les responsabilités sont partagées. L'État aura beau faire son travail, le parent doit également suivre le pas. Donc du coup, en effet, il faut que les parents puissent avoir cela, je dirais, comme priorité. Tout est une question de priorité. Donc je pense que les parents gagneraient, les nantis comme les moins nantis, à offrir autant que faire se peut des ouvrages à leurs enfants. Parce que, je veux dire, c'est un cadeau, je dirais, tellement important pour la vie de leur enfant, pour l'avenir de leur enfant. Donc, un parent qui fait en sorte que son enfant ait accès aux livres, c'est un parent qui
qui donne, je dirais, les meilleurs moyens à son enfant afin qu'il puisse demain être, afin qu'il puisse réussir tout court. Monsieur Bono, je voudrais juste savoir le taux de fréquentation, n'est-ce pas, des lecteurs dans votre médiathèque. Et puis, vous parliez tout à l'heure de coopération culturelle entre votre pays et la Côte d'Ivoire. Alors en 2 mots sur notre médiathèque, 35 000 ouvrages, grossièrement 2 000 abonnés par an, donc qui viennent lire donc régulièrement, qui se réabonnent chaque année. Et, et avec des tarifs très raisonnables, 12 000 CFA par an pour un adulte, 6 000 pour un étudiant et 5 000 pour les enfants de 6 à 18 ans en gros. Donc un accès assez facile d'une médiathèque dont l'essentiel des ouvrages est quand même essentiellement francophone, bien sûr, français, bien sûr, mais également beaucoup d'ouvrages classiques ivoiriens et africains. Donc on y retrouve un certain nombre de choses avec un fonds numérique, un fonds non francophone pour les apprenants, un fonds qu'on voudrait faire grandir en termes de littérature pour jeunesse, donc de la BD et de les livres jeunesse. On veut que cette médiathèque soit le plus ouverte possible auprès des jeunes. Ça, c'est pour la médiathèque. Sur nos interventions, alors d'une manière générale, je dirais que moi, si je devais proposer quelque chose pour améliorer la situation qui est un petit peu mitigée, comme on le voit, c'est de se faire un plan d'action avec des priorités, effectivement, sur les différents sujets. Sur les aspects de l'État, il y a certainement à travailler sur le cadre réglementaire et comme on le disait, la mise en œuvre de décrets d'application de la loi de 2015. Il y a certainement à travailler sur, je dirais, tout ce qui concerne l'accès aux bibliothèques scolaires. Les bibliothèques scolaires sont fondamentales. Et tout ce qui concerne peut-être aussi justement l'accès à la lecture pour les jeunes avec des chèques, par exemple. Vous voyez, c'est vrai que quand on voit les enfants fréquenter le SILA ou le SALEA, c'est assez surprenant de voir autant d'enfants et autant de faibles capacités à pouvoir accéder à la lecture. Et c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas, de la part de l'État, des collectivités, que nous, on pourrait d'ailleurs abonder et compléter, des chèques cadeaux qui permettraient à tout enfant qui visite le SILA d'avoir 5 000 CFA pour acheter 1 ou 2 livres. Activités diverses et variées. Merci, M. Bono. C'est tellement passionnant, sauf que moi, je suis limité par un temps. Je voudrais rebondir sur quelque chose, si vous permettez, parce que je pense que M. Bono vient de parler de quelque chose de très important. L'accessibilité du livre en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est aussi dans la sous-région. Le livre est cher, entre guillemets. Quand on dit que le livre est cher, c'est parce que quand on imprime ici, eh bien, ça coûte très cher pour les éditeurs que nous sommes d'imprimer. Alors on a des imprimeurs professionnels et tout ça. Je vous explique simplement. C'est-à-dire que les accords, par exemple l'accord de Florence, n'est pas appliqué. C'est-à-dire que quand on veut faire un tirage, nous, éditeurs, un gros tirage, quand on participe à un appel d'offres, je vous le dis, sans embâche, quand on participe à un appel d'offres et qu'on veut se donner les chances de gagner, de remporter, on va faire des demandes de cotation en Côte d'Ivoire et on va le faire à l'extérieur, surtout en Asie, un peu, voilà, et ailleurs. On se rend compte que finalement, les ouvrages reviennent moins chers quand ils sont fabriqués à l'extérieur. Oui. Parce que quand ils arrivent ici en Côte d'Ivoire, ça fait partie de l'éducation, secteur sensible, et donc on applique l'accord de Florence et ce n'est pas taxé comme il le faut, comme si on importait une voiture. Mais par contre, l'imprimeur ou celui qui importe le papier, celui qui importe les intrants, tout ce qui va participer à la fabrication du livre, eh ben, c'est taxé. Et donc, l'imprimeur ici ne peut pas être au même niveau. Vous sollicitez donc une exonération, c'est ça? Voilà, ça dit qu'il faut qu'on pense à cela. Une réflexion, en tout cas. Voilà. Une réflexion sur le sujet. Le livre, et c'est pareil, le livre qui est produit et édité au Sénégal, il arrive ici hyper cher. Ou alors, il faut qu'il monte par la France et qu'il revienne ici. Merci infiniment, M. Bono. Merci, Mme Kassi Fofana Isabelle, d'avoir répondu à notre invitation pour échanger sur ce sujet. Tout a été dit ici, mais tout n'a pas été totalement dit. C'est pourquoi nous vous demandons de continuer le débat. Et si vous estimez que cette émission peut être l'objet de critiques constructives et de suggestions, n'hésitez surtout pas à le faire. On se retrouve quand? Dimanche prochain pour un autre problème.